Bonjour. On poursuit notre étude de la plateforme Java EE et j'aimerais maintenant vous parler de JPA, Java Persistence API. Alors comme toujours, vous retrouverez l'ensemble des codes que je vais vous proposer directement sur notre site web. Je vous propose de prendre un navigateur, vous allez sur le site cours.fr, vous cliquez sur la section Java, puis sous la sous-section Java EE. Vous y retrouvez ici tout le tuto Java EE, ainsi que notre introduction à l'API JPA. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que JPA? Comme on vient de le dire, JPA, c'est Java Persistence API. Dit autrement, c'est une API qui permet de gérer la persistance de vos objets. Alors, en fait, c'est un standard. JPA, c'est un PDF, c'est un standard qui dit comment on doit coder un ORM. Le maître mot, c'est ORM, Object Relational Mapping. Un ORM, c'est un système qui doit synchroniser d'un côté le monde objet et de l'autre côté le monde de la base de données relationnelle. Le R ici, il est pour relational. Alors, dans les faits, vous pourriez implémenter un ORM de différentes manières. D'ailleurs, si vous allez sur fr.wikipedia.org, ici au niveau du champ Search, vous tapez ici ORM. Vous verrez, ça répond, et en vérité, il en existe un certain nombre. Regardez, je descends un petit peu plus bas, je vais sur la liste des ORM et vous voyez langage par langage. Ici, on a des ORM pour Java, on en a d'autres pour .NET, on en a pour PHP 5, on en a pour différents langages. Tous ces ORM ne marchent pas forcément de la même manière. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce qui est de Java, il y a quand même un standard. C'est JPA. JPA impose quand même une manière standard et uniforme de travailler. Après, il existe plusieurs implémentations de JPA. Alors là, le diagramme, il est en partie juste, en partie faux. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un logiciel particulier, Hibernate. Hibernate, en vérité, il est hybride. C'est-à-dire qu'il fournit des mécanismes à lui qui sont non standardisés. C'est pour ça qu'il est en dehors de la case JPA. Mais pour autant, Hibernate implémente parfaitement JPA. Il est hybride. Donc du coup, si on se focalise uniquement sur les ORM compatibles avec ce standard, on va dire qu'il en existe aujourd'hui trois majeurs. Le premier, c'est Eclipse Link. Alors c'est ce qu'on appelle le RI, c'est le Reference Implementation. C'est un point de détail, il est maintenu par la fondation Eclipse, et il faut savoir qu'en vérité, originellement, il ne s'appelait pas comme ça. À la base, c'était Toplink. Toplink était un logiciel qui était développé par Oracle. Oracle a souhaité laisser tomber le développement de ce logiciel-là, il a basculé au niveau de la fondation Eclipse. À ce moment-là, c'est devenu Eclipse Link. Ensuite, on a un autre logiciel, c'est Apache OpenJPA. On s'en doute, il est développé par la fondation Apache. Et puis, bien entendu, il y a Hibernate. Alors, Hibernate, il faut savoir, c'est un logiciel qui est développé par la société Red Hat. Regardez ici, je vais sur le site officiel d'Hibernate. Voilà, on voit vite les cartouches à ce niveau-là. Pareil au niveau du footer. Donc, c'est un produit développé par Red Hat. Très bien. Et donc, cet ORM respecte le standard. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser un ORM? Pour faire simple, imaginons, vous avez une classe, c'est la classe article. Cette classe article permet donc de définir des articles pour un site de vente en ligne. Pourquoi pas? On peut imaginer qu'on ait un certain nombre d'attributs. Pourquoi pas une clé primaire, ce serait un ID, le code barre par exemple, une marque, une description, et puis un prix. Bien entendu, si on a un site de vente en ligne, on va vendre nos articles, donc il nous faut un prix. De l'autre côté, on peut imaginer en base de données avoir une table. Cette table, pourquoi pas, elle s'appellerait T_articles, et puis elle aurait 4 colonnes, l'ID, la marque, la description et le prix. Alors ceux qui ont déjà suivi les tutos précédents, vous aurez reconnu notre table T_articles sur laquelle on a déjà un petit peu travaillé. Je vais rester sur exactement la même base de données. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, il va falloir définir le mapping entre d'un côté la classe et de l'autre côté la base de données. Et c'est cette définition de mapping qui va permettre à l'ORM de générer à ma place l'ensemble des codes SQL qui vont permettre l'échange avec la base de données. Ces ordres SQL, ils permettront d'obtenir les 4 actions CRUD. Alors CRUD, c'est un acronyme, ça veut dire quoi? Ça veut dire Create,
read, update et delete. En gros, hein, quand on accède à une source de données, on a 4 opérations de base qui consistent à lire, à écrire, à insérer un nouvel élément ou à supprimer un élément de la base de données. Très bien. L'idée, c'est de générer tous les ordres SQL pour ces 4 actions en fonction de vos besoins. Alors du coup, quels sont l'intérêt à utiliser un ORM? C'est clair, si jamais déjà je n'ai plus le SQL à produire, ça me simplifie la vie. J'ai un certain niveau d'abstraction, ça génère le code SQL à ma place, je vais être plus efficace. Mais il y a un autre problème, c'est regardez, je retourne sur Wikipédia ici, et je vais taper SQL. À ce niveau-là, ce qu'on constate, c'est que SQL, il est normalisé ISO. Alors il y a un petit souci, c'est que là, la dernière ligne, elle est en 2011. C'est pas tout à fait vrai, donc je vais aller sur la page SQL de Wikipédia en anglais. Voilà, et donc ici, on a bien la dernière norme en date, SQL 2016. Bon, effectivement, tout moteur de base de données qui se dit être relationnel doit normalement supporter ce langage SQL. C'est le cas de Oracle, c'est le cas de SQL Server, c'est le cas de MySQL, de MariaDB, de PostgreSQL et de toutes les autres bases de données auxquelles vous pourriez penser, pour peu qu'elles soient relationnelles. Le souci, c'est que la norme, elle n'est pas parfaite. Cette norme, il y a des choses des fois toutes simples, mais qu'elle ne spécifie pas. Donc du coup, les moteurs de base de données se sont débrouillés à leur manière pour pouvoir fournir la fonctionnalité en question. Et donc du coup, il existe néanmoins des divergences entre les différents SQL pour chacun des moteurs de base de données que vous allez considérer. Du coup, c'est clair, utiliser un ORM, ça nous permet aussi de gagner en abstraction, dans le sens où on est indépendant de la base de données qu'on va utiliser. Ce n'est pas nous qui produisons les ordres SQL. Il faudra juste dire à l'ORM quel est le moteur de base de données. Comme ça, lui, il s'amusera à générer les ordres adaptés à la base de données que vous avez de l'autre côté. Ici, je parle de SGBDR. C'est un système de gestion de base de données relationnelle. On réduit souvent à ce terme le nom d'une base de données. Donc du coup, si je n'ai pas codé de SQL, si je n'ai pas géré les différences entre les divers langages SQL, clairement, je vais gagner en productivité. Comparé à du JDBC, c'est clair, on aura beaucoup moins de code à produire. Mais ce n'est pas à mon sens le point majeur. Le point majeur, il est un petit peu plus subtil que ça. Dans les tutos précédents, on a notamment parlé de JDBC et on a notamment fait des accès en base de données en permettant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des attaques possibles, ce qu'on appelle des attaques par injection SQL. Et ça, c'est une véritable problématique. Quand on code mal en JDBC, si on fait n'importe quoi, on peut permettre à un hacker de prendre le contrôle de votre site web. Je vous avais fait des démonstrations qui, j'espère, avaient été suffisamment percutantes pour vous montrer qu'il fallait vraiment prendre soin des codes que vous allez pouvoir taper au niveau de Java et de SQL. Bon, clairement, si on utilise un ORM, et si l'ORM produit des ordres SQL à ma place, j'ai plus à me soucier de tous ces aspects-là. Donc ça me permet aussi d'avoir des codes beaucoup plus robustes en termes de sécurité. Et ça, pour moi, c'est juste capital. Bon, comme on s'en doute, il ne peut pas y avoir que des avantages à utiliser un ORM, il y a aussi quelques inconvénients. Donc, premièrement, c'est une surcouche. JPA, c'est par-dessus JDBC, c'est une surcouche à JDBC. Donc fatalement, il faut traverser les couches. Donc vous pourriez avoir du code supplémentaire à exécuter au regard de ce que fait JPA. Bon, ça, à la rigueur, ça peut se discuter. Si on travaille bien, on peut quasiment être presque neutre à ce sujet-là. Bon, tout dépend de votre manière de développer. Mais il y a un autre souci beaucoup plus poussé. En gros, il y a des tonnes et des tonnes de concepts plus ou moins subtils qui sont mis en œuvre au niveau de JPA. On parle de lazy loading, on parle des caches de données, on a les caches de niveau 1, les caches de niveau 2, et puis il y a tout un ensemble d'autres sujets qu'il faut un petit peu maîtriser. Et c'est vrai que mal maîtrisés, ces sujets peuvent fortement dégrader les performances de vos programmes. Ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, si vous avez une grande quantité d'informations à récupérer en base de données, un seul ordre SQL pourrait peut-être suffire pour pouvoir rapatrier toutes ces informations-là. En tout cas, si vous le faites en un seul et unique ordre SQL, aussi complexe soit-il, ça ira toujours plus vite que d'envoyer des tonnes de toutes petites requêtes SQL à la base qui vont récupérer qu'une partie de l'information au fur et à mesure. Donc du coup, si vous utilisez mal votre ORM, ça peut produire tout plein de petites requêtes. Et donc ça peut fortement dégrader les performances.
Bon, tout ça, c'est des sujets que j'adresserai plus tard, dans des futurs tutos. Pour le moment, on va se focaliser sur les bases, hein, sur les fondamentaux. Donc, on ne va pas encore trop regarder les performances. Mais promis, on en discutera un petit peu plus tard. Très bien. Bon, du coup, toute la théorie ayant été posée, maintenant, il va nous falloir commencer à mettre en place un petit programme qui fonctionne et qui utilise JPA. Alors, c'est vrai, jusqu'à présent, on avait utilisé Tomcat pour commencer. Donc on avait fait toute une première série de tutos avec Tomcat. Je vous rappelle, Tomcat n'est pas un serveur Java EE, ce n'est pas un serveur d'application. C'est juste un tout petit serveur HTTP. C'est qu'une toute petite partie de la spécification Java EE. Donc du coup, dans Tomcat, vous n'avez pas par défaut d'implémentation de JPA. Bon, ce ne serait pas bien grave, hein. Il faudrait simplement en télécharger une et la déployer au niveau de notre Tomcat. Après, on a vu, il y a des serveurs d'application. Nous, notamment, on a travaillé avec Glassfish. Un serveur d'application Java EE est compatible avec l'intégralité de la spécification. Du coup, il fournit des implémentations pour toutes les API standards, y compris JPA. Alors, il faut savoir, hein, Glassfish, c'est le Reference Implementation. C'est le serveur d'application de référence. Bon, il vient avec l'ERI, hein, en termes de moteur de persistance en base de données. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il vient avec Eclipse Link. Dans Glassfish, vous avez Eclipse Link qui est directement embarqué. Bon, pour autant, je ne vais ni utiliser Tomcat, ni utiliser Glassfish. Dans un premier temps, pour mes quelques premières manipulations, je vais vous faire un simple programme en mode ligne de commande, en mode main, on va dire. Et donc, on n'aura pas d'interface graphique HTML. Je vais juste démarrer avec mon main et faire quelques consoles, system.out.println, hein, pour afficher sur la console. Donc du coup, je n'aurai pas d'implémentation de JPA, donc il va falloir que j'en télécharge une. Je vous propose de travailler avec Hibernate. Je vous laisse télécharger l'ORM. C'est un zip, hein. Normalement vous téléchargez le zip, vous aurez pas mal de choses à l'intérieur. Il y a un deuxième point à ne pas oublier, on va discuter avec une base de données. Qui plus est, Hibernate est une surcouche à JDBC. On en revient donc à quelques fondamentaux. Il nous faut un driver JDBC pour communiquer avec la base de données que vous avez choisie. C'est pareil, hein, je vous laisse télécharger le driver en fonction de la base de données que vous utilisez. Personnellement, je vais travailler avec MariaDB. MariaDB, hein, pour rappel, c'est un fork de MySQL qui est maintenu par le père originel de ce moteur de base de données. Donc très bien. Regardez, je vais prendre une console, je vais lancer mon client MariaDB. Alors oui, il s'appelle toujours MySQL, c'est comme ça, ils n'ont pas changé les noms des exécutables, mais je me connecte à mon serveur. Dans tous les cas, j'ai bien un serveur MariaDB. J'ai différentes bases de données, je vais utiliser la base de données qu'on avait utilisée pour les tutos précédents. Eh bien, c'était WebStore. Et cette base de données contient un certain nombre de tables. Alors pour le moment, on ne va pas travailler sur toutes ces tables-là, hein. Pour le moment, on va travailler uniquement sur tarticles. Pour autant, si je fais un select étoile from tarticles, je devrais retrouver mes articles. Donc voici ce qu'on a en base de données. Très bien. Si jamais vous êtes reparti de zéro et que vous n'avez pas de base de données sous la main, je vous propose d'en créer une avec votre moteur de base de données préféré. Vous faites un create database, vous l'appelez WebStore, pourquoi pas. Et puis ici, vous avez un exemple de code SQL pour MariaDB, hein, qui permet de créer la table tarticles. Très bien. On a notre base de données. Maintenant, ce qu'on veut, c'est récupérer tout ça sous forme d'objets. Donc, clairement, hein, il nous faut une classe article. Donc, je vais commencer par reprendre mon atelier de développement et je vais créer un nouveau projet. Alors, je vais faire un simple projet Java Project. Si vous ne le voyez pas apparaître, hein, c'est que vous êtes en perspective Java EE. On change les perspectives à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, vous ne l'aurez pas. Hein, donc, vous demandez other ... Et vous devriez retrouver Java Project. On va l'appeler intro JPA. Pourquoi pas? Je fais finish. Et on va devoir ici déployer notre ORM, Hibernate, et on va devoir y créer notre première classe article. Allez, je vais commencer par la classe article, j'étais en train de vous la montrer. Donc je vais faire une nouvelle classe.
Nous allons l'appeler article. Et regardez, je ne vais pas me compliquer la vie, je vais simplement faire un copier-coller de ce que je retrouve à ce niveau-là. J'ai oublié de mettre un pactage. Donc je vais déplacer ma classe dans le pactage qui va bien. Parfait. Bon, on y retrouve quoi? On y retrouve nos 4 attributs, 2 constructeurs. Alors il faut savoir que du point de vue de Hibernate, il est important d'avoir un constructeur à 0 paramètres. Quand vous allez chercher à récupérer un article, je ne sais pas, vous dites je veux l'article 4. En une ligne, on peut charger l'article 4. Du coup, comment il va procéder? Il va faire la requête SQL en base de données, il va récupérer les informations, et à partir de là, il va produire un nouvel objet. Pour produire ce nouvel objet, il va passer par le constructeur à 0 paramètres. Il est donc important de l'avoir. Vous pouvez après, bien entendu, avoir tous les constructeurs que vous souhaitez, ça c'est du point de vue applicatif. Très bien. Ici, on a les getters et les setters qui permettraient éventuellement de pouvoir faire des contrôles divers et variés sur les changements de valeur. Par exemple, on pourrait dire qu'un changement de prix ne peut pas être négatif. Et donc, si le prix unitaire que j'essaye de stocker directement au niveau de mon article, j'ai un problème de contrôle espace, c'est pas bien grave. Mais si ça c'est inférieur à 0, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Pourquoi pas, je fais un throw de new, allez, on va dire runtime exception pour pas avoir à se compliquer la vie. Et non, bad price de point must be positif. Très bien. Donc là, vous mettez tous les contrôles que vous voulez pour vérifier vos changements d'état au niveau de vos objets. Ça, c'est pas très grave. Et puis surtout, ce que je vais peut-être ajouter, ça me sera utile quand même. Je ferai en sorte pour le prochain coup de l'avoir directement au niveau du document sur le site web, comme ça vous n'aurez pas à le retaper, mais c'est avoir un toString. Le mieux pour avoir un toString, c'est de faire bouton droit, source, generate toString, et donc ici, vous voyez, vous sélectionnez l'ensemble des champs pour lesquels vous allez vouloir produire des affichages. Très bien. Donc on est capable d'afficher un article. Ma classe, elle est faite. Maintenant, il va falloir passer à l'étape la plus importante, le mapping. Et donc, pour pouvoir mettre en place ce mapping, il me faut le logiciel Hibernate. Donc, regardez, je vais faire bouton droit, New Folder. Je vais l'appeler lib. Et je vais y copier l'ensemble des librairies qu'on a téléchargées sur le site d'Hibernate. Alors, j'avais déjà préparé un petit peu les choses. Et normalement, j'avais tout mis directement à ce niveau-là. Ça n'a pas marché. Donc je vais aller les chercher de par ailleurs, je croyais les avoir copiés, donc c'est dans... Là je vais sur mon poste, sur mon home user, et donc à ce niveau-là, j'y retrouve tous les cours que je donne en entreprise, et notamment les cours sur Java EE. Je devrais y retrouver mes librairies, allez, pourquoi pas, à ce niveau-là. Très bien, donc je récupère toutes mes librairies. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Et regardez, il me suffit simplement de faire du drag and drop des librairies dans le répertoire libre. Vous faites copie et normalement, vous avez toutes vos librairies directement ici. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve le logiciel Hibernate, fatalement. Mais il faut savoir qu'Hibernate a des dépendances vers d'autres logiciels. Tous les genres que vous avez ici, plus ou moins, ce sont des dépendances. J'ai besoin aussi d'avoir le logiciel Log4j, mais ça j'en parlerai dans le prochain tuto. Et puis j'ai besoin du driver JDBC pour ma base de données. Donc tout ce qui est là, c'était fourni dans le zip d'Hibernate. Alors c'était séparé en 2 parties. Il y avait les dépendances et il y avait l'API initiale, si vous voulez. Donc j'ai tout téléchargé. J'ai téléchargé du Log4j sur Apache, sur le site Apache, on y retrouve Log4j, et mon driver. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends l'intégralité. Allez, je laisse tomber le Log4j pour le moment, j'en parlerai le prochain coup. Mais je prends tous les autres jars et vous voyez, je fais bouton droit, build pass, add to build pass. Bon, normalement, ça m'a créé une entrée ici, referenced library. Et donc, j'y retrouve toutes les librairies que j'utilise. Alors, notez que sur l'implémentation du moteur Hibernate,
vous avez différentes parties. Mais vous avez notamment ce jar. Ce jar, c'est le moteur, hein. C'est ce qui fait que ça va fonctionner. Tout ça, c'est packagé dans org.hibernate.quelque chose. Très bien. Mais on y retrouve aussi JPA. Là, ce n'est pas les mêmes systèmes de packaging. On n'est pas sur du org.hibernate, on est sur du javax.persistence. Ça, c'est l'API standard. Ça, c'est l'implémentation que constitue Hibernate. Ça, en gros, c'est fourni par Oracle. Ça, c'est fourni par Red Hat. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est ne pas tirer de dépendance sur des API qui sont à ce niveau-là. Si dans votre programme, vous avez du import org.hibernate.quelque chose, le risque, c'est que vous ne puissiez plus le faire tourner sur un autre ORM compatible JPA. Donc si on veut s'abstraire de quelle est l'implémentation technique qu'on utilise, normalement, on ne devrait avoir des imports que sur javax.persistence. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc très bien, j'ai le logiciel, il est installé. On peut continuer. Et donc, maintenant, c'est là qu'intervient l'étape la plus importante, le mapping. Alors, comment définissons le mapping, définissons-nous le mapping en JPA? Par un jeu d'annotation. En gros, JPA définit tout un ensemble d'annotations qu'on va devoir utiliser pour décrire les liens qui vont exister entre d'un côté vos classes et de l'autre côté les tables en base de données. On commence par un exemple très simple. On a une classe à mapper avec une table. Alors, si on a un type qui est persistant en base de données, la première étape, c'est de dire que c'est une entité. C'est une annotation qui fait partie de JPA et qui vous dit on a un objet persistant en base de données. Elle pourrait suffire, cette annotation. Dans ce cas-là, la classe article serait mappée à une table qui devrait avoir très exactement le même nom. Sauf que chez nous, ce n'est pas le cas. Notre table s'appelle t_articles. Comme on n'a pas le même nom, on se doit de fournir le nom de la table. C'est pourquoi on a cette deuxième annotation, @table, qui décrit le nom de la table. Je viens ici, je place ces deux annotations. Alors regardez, je fais un CTRL-V et je viens ici faire CTRL-espace pour pouvoir rajouter l'import. Alors c'est vrai que j'ai un souci à ce niveau-là, je pense savoir d'où ça vient. Je vais corriger ça parce que ça commence à m'agacer. C'est dans l'éditeur et je pense sur le Content Assist. Et à ce niveau-là que je ne dois pas avoir ces éléments de cocher. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ça marche mieux. Alors attention à un point. On voit qu'il y a une entité qui existait au niveau de org.hibernate. Elle a été dépréciée au profit de l'entité qu'on a dans javax.persistence. Donc sélectionnez bien le bon import. Dans le même ordre d'idée, vous avez ici une autre table. Alors celle-ci, il y a un problème, c'est qu'elle n'est pas dépréciée. En gros, si vous voulez, Hibernate fournit des possibilités supplémentaires par rapport à JPA. Hibernate, il va un peu plus loin que le standard. Il fournit des mécanismes d'optimisation assez subtils. Ce qui veut dire que des fois, si vraiment vous voulez tirer profit de toute la puissance de Hibernate, vous pourriez avoir des situations où vous avez une annotation @table sur javax.persistence. Celle-là, il nous la faut, elle est obligatoire. Mais parfois, on a aussi un @table sur org.hibernate.annotations. Il ne propose pas les mêmes noms d'attributs. Les attributs sur les annotations ne sont pas les mêmes. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, nous, en tout cas, on ne veut pas tirer de dépendance sur des spécificités du moteur Hibernate. On veut faire du pur JPA. Donc, on va se limiter à du javax.persistence. Ici, si vous faites CTRL-SHIFT-espace, je crois, il pourrait vous proposer l'ensemble de toutes les autres annotations, ou CTRL espace, voilà. Toutes les autres paramètres que vous avez de possibles au niveau de cette annotation @table. Donc, on a fait le lien entre la classe et la table. Maintenant, il faut gérer les liens entre les attributs et les colonnes. Et regardez, je vais récupérer cette ligne. Alors, c'est pareil, il me faudra les CTRL espace aussi. Vous pouvez faire CTRL-SHIFT-O aussi. Là, il n'y avait pas de conflit. Donc, en faisant CTRL-SHIFT-O, ça vous importe tout ce qui manquait.
Alors qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que ID article, cet attribut, c'est ce qui va stocker la clé primaire, c'est-à-dire l'identifiant unique qui permettra de retrouver la donnée en base. D'accord? Vous devez obligatoirement avoir un attribut @id. La question qui suit, c'est OK, mais qui génère les valeurs pour cet ID? Pour ma part, je vous rappelle ce que j'avais en base de données. On avait une colonne qui était en auto-incrément. Donc ça veut dire que c'est le moteur de base de données qui génère les différents identifiants. Il les génère de manière successive, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, au fur et à mesure de vos insertions. Il est donc important de dire au moteur JPA comment on doit se comporter de ce point de vue-là. Est-ce qu'on laisse faire la base de données, c'est ce qu'on considère avec ce identity, ou est-ce qu'on a d'autres techniques de génération? Bon, on laisse faire le moteur de base de données. Après, il faut savoir que par défaut, tout attribut est systématiquement mappé en base de données. Si je prends le cas de description, il n'y a aucune annotation devant mon description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit exister dans la table et qui plus est qu'il aura très exactement ce nom. Bon, ça tombe bien. Si on va voir au niveau de la console ici, on a bien une colonne description et une colonne brand. Alors vous pourriez me dire, oui, mais au niveau de la casse, est-ce que c'est gênant? Non, parce que normalement, le langage SQL est censé être case insensitive. Il nous reste un dernier cas. Dernier cas, je vais le gérer comme ça. Regardez, je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule. Et je ne vais pas l'appeler price, unitary price, je vais juste l'appeler price, mon prix. Voilà. J'ai fait une petite modif, de rien du tout, mais qui m'a permis de renommer mon élément. Très bien. Bon, du coup, j'ai un set price à ce niveau. Donc parfait, j'ai changé, j'ai mis un price. Ce qui se passe, c'est que du coup, là, ça ne va pas marcher. Là, ça va me poser un gros souci. Pourquoi? Parce qu'en base de données, ma colonne, elle s'appelle unitary price. Ça, on peut le gérer. Vous avez une annotation particulière, c'est la notation column, qui permet de dire que mon attribut price pourrait être en lien avec un name qui est unitary price. Bon, ça, dans certains cas, vous aurez besoin de le rajouter, sauf que ce n'est pas nécessaire quand vous avez très exactement les mêmes noms. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur description et je ne l'ai pas mis non plus sur brand. Bon, très bien. Mon mapping, il est mis en place. Il ne reste plus qu'à passer sur un petit exemple d'utilisation pour vérifier si ça fonctionne. Donc regardez, je vais faire bouton droit, New, classe. Je vais l'appeler console, pourquoi pas. Voilà, c'est mon main si vous préférez. Et je vais générer mon main. Bon, soyons clairs, nets et précis. S'il y a des problèmes, je botte en touche. Donc je fais un throws exception ici. Je ne vais pas chercher à faire quoi que ce soit en cas d'erreur. On va essayer simplement de ne pas gérer d'erreur et de bien programmer. Maintenant, qu'est-ce que je mets comme code ici? Vous retrouvez les codes que je vais vous présenter à ce niveau-là. Alors, la première partie importante, c'est de démarrer le système. Donc pour démarrer le système, regardez, ça débute à ce niveau-là. Je vais récupérer deux objets, ce qu'on appelle l'Entity Manager Factory et l'Entity Manager. Bon, vous aurez compris, l'Entity Manager Factory produisant l'Entity Manager. Je fais CTRL-SHIFT-O, ça fait les imports qui vont bien. Alors peut-être que certains d'entre vous pourraient me dire, mais pourquoi on ne fait pas un try with resources? C'est-à-dire pourquoi je ne mets pas ces deux objets-là directement au niveau du try entre parenthèses pour pouvoir profiter de l'auto-closable et donc de la fermeture automatique. C'est vrai que sur le principe, ce serait une très très bonne idée, sauf que dans l'état actuel des choses, Entity Manager Factory et Entity Manager n'implémentent pas encore l'interface auto-closable. Donc le jour où ils le feront, bien entendu, on en profitera et on mettra des try with resources
c'est pas possible pour aujourd'hui. Et donc ici on dit quoi? On dit qu'on va créer donc une factory à partir de ce qu'on appelle ici WebStore. Alors ce WebStore, il correspond à quoi? Il correspond à un fichier que j'ai passé, mais qu'il va falloir qu'on configure. C'est le fichier de configuration de moteur de persistance, du moteur de persistance. Et à ce niveau-là, on y retrouve ce qu'on appelle une persistance unit. Elle s'appelle WebStore. Cette persistance unit, je l'ai configurée pour la lier en gros à ma base de données. Ici, je retrouve des propriétés qui définissent notamment 4 chaînes de caractères importantes au regard de JDBC, à savoir le nom du driver JDBC, l'URL de connexion à ma base de données, le user et le mot de passe. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en plus de ça, on a une autre difficulté. C'est qu'il existe différentes versions du langage SQL. Donc là, je rajoute une entrée qui est spécifique au moteur Hibernate pour pouvoir lui dire quel est le dialecte, la variante de SQL à utiliser. Donc, grâce à cette ligne-là, mon Hibernate va savoir comment générer les ordres SQL, et donc spécifiquement par rapport à du MariaDB ou du MySQL, c'est la même chose, c'est le même langage. Maintenant, ok, j'ai mis une propriété qui est spécifique à Hibernate. Mais comment je sais que j'utilise Hibernate? Ça, c'est ce qui est dit à ce niveau-là. Ici, vous avez le provider. Le provider, c'est quel est le logiciel qui fournit la couche de persistance. C'est clair, ici, c'est Hibernate. Alors, si jamais vous choisissez d'utiliser un autre moteur de persistance que Hibernate, vous pouvez, moi, il n'y a aucune contre-indication. Les seules choses qui vont changer, c'est justement la configuration de votre persistance unit. Donc, si vous voulez faire de l'OpenJPA, testez-le. Ça peut être un très bon TP. Si vous voulez tester de l'Eclipse Link, testez-le aussi. Normalement, les seules modifications dans tout le programme seront au niveau de cette configuration-là. Ici, je vous ai mis les différentes chaînes de caractères qui correspondent aux providers des autres implémentations. Du coup, je dois fournir ce fichier. Ce fichier, il doit être où? Vous voyez, il doit s'appeler persistance.xml et il doit être contenu dans un dossier qui doit s'appeler meta-inf en majuscule, qui doit être placé directement dans le SRC. D'accord? Tout ce que je mets dans SRC au niveau d'Eclipse et qui n'est pas du code Java sera poussé directement au niveau du build pass, du class pass si vous préférez, et donc recopié avec les points classe. Donc là, je vais mettre ma conf. Donc regardez, je vais faire un nouveau folder. Je vais l'appeler meta-inf. Et dans ce meta-inf, je vais créer un fichier de persistance que je vais appeler persistance.xml. Alors là, il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Persistance, je ne sais pas pourquoi, mais souvent on me l'écrit avec un A. Quoi, si j'ai ma petite idée quand même. Mais en tout cas, ici, on est en anglais, donc persistance avec un E. Et donc, regardez, je récupère ma configuration. J'ai plus qu'à faire mes quelques petits changements. Ici, je m'y connecte en route. Et puis, je n'ai pas de mot de passe sur mon serveur de test. Donc, je vais juste rajouter ça. Et puis, à ce niveau-là, on a une dernière information. C'est quelles sont les classes qui sont mappées au niveau de mon mapping. J'en ai qu'une seule pour le moment, c'est ma classe article. Si vous tapez ça, évitez de retaper les noms des packages, parce que si vous faites ça, vous risquez de faire des fautes de frappe. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de venir ici, faites bouton droit, copy qualified name. Ça copie-colle le nom intégral. Regardez, je supprime tout ça, là. Voilà. Et là, si je fais CTRL-V, vous voyez, ça vous repose. Alors, sauf que je l'ai fait sur la mauvaise classe. Mais ça vous repose le nom de la classe complète. Attention, il ne faut pas sélectionner le fichier, il faut bien sélectionner la classe, copy qualified name, et donc ainsi, vous êtes certain de ne pas faire d'erreur de frappe au niveau du nom du pactage et du nom de la classe. Donc parfait, notre configuration est terminée. Maintenant, on a appelé cette configuration WebStore, c'est notre persistance unit. Ici, je charge cette persistance unit. Alors en vérité, l'Entity Factory Manager, Manager Factory, excusez-moi, l'Entity Manager Factory, il ne devrait y en avoir qu'une seule instance. Si on avait été sur un site web, on n'aurait produit qu'une seule et unique instance de cet objet-là.
Et cet objet-là aurait été utilisé pour produire toutes les sessions pour chacune des connexions HTTP entrantes au niveau du serveur et bon, pour chacune de vos pages web qui devaient aller chercher des informations en base de données. Donc ça, il en existe autant que d'utilisateurs connectés. Ça, normalement, il y a un objet unique qui doit être produit. Bon, là, moi, ça reste un main, ça reste un exemple très simple. Donc, je produis mon unité de persistance et je demande à avoir une connexion, si vous voulez, à la base. À partir de là, maintenant, je vais pouvoir utiliser mon Entity Manager pour manipuler mes instances. Regardez, j'ai différentes façons de faire. Par exemple, je peux faire un Entity Manager, point, et puis là, j'ai des méthodes. Par exemple, je vais vous parler de la méthode find. Find me permet de retrouver, vous voyez ici, un objet à partir de sa clé primaire. Il faut que je fournisse deux informations, le type de l'objet que je vais récupérer. Donc moi, ce que je veux récupérer, c'est un article. Et la question, c'est quel est l'article que je veux? Je veux l'article 5. Allez, je reviens au niveau de ma base de données. L'article 5, c'est quoi? C'est une clé USB. Eh bien, regardez. Je récupère mon article. Bon, je fais un CTRL-SHIFT-O pour avoir les imports. À partir de là, j'ai mon article. Maintenant, je vais afficher mon article. Notez bien, il n'y a aucun ordre de type select, aucun ordre SQL de type select. Est-ce que pour autant j'ai récupéré mes données? Alors, il y a des choses qui se passent au niveau des logs. Ça, c'est Hibernate qui nous log un certain nombre d'informations. On verra comment contrôler ces informations-là plus tard. Pour le moment, je passe complètement ces lignes qui sont ici affichées en rouge. Par contre, si je regarde à ce niveau-là, j'ai bien récupéré ma clé USB de 8 Tera. Donc là, je suis capable de charger un article. J'aurais pu travailler différemment. J'aurais pu chercher à récupérer l'ensemble de tous les articles présents dans ma base. Alors, je vais les appeler articles. Et toujours pareil, je vais travailler à partir de mon Entity Manager. Et donc, j'ai plein d'autres méthodes. J'ai notamment une méthode createQuery. Alors ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais on a un langage dans JPA. Ce langage de requêtage s'appelle JPQL. Java Persistence Query Language. Alors c'est vrai que ça fait un peu penser à SQL. Je vous l'accorde. Et c'est vrai que le langage a un peu la même finalité, c'est retrouver les données qui nous intéressent. Par contre, il faut comprendre une chose, c'est que ce langage-là ne va pas requêter des tables. Je ne vais pas faire un select étoile from t_articles, ça ne marcherait pas. Il faut que j'aille chercher des données à partir d'une classe. Donc là, je vais faire un from article. C'est notre première requête JPQL. From article récupère tous les éléments de type article. Et donc ici, je mets bien une classe. Ce que je requête, c'est des objets. Ce n'est pas une table. Alors, un objet, on est bien d'accord. Je ne peux pas récupérer qu'une partie de ses attributs. Pour que l'objet soit cohérent, il me faut les 4 attributs de l'objet. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de select étoile. Il est considéré comme étant implicite. Et donc, si je fais simplement un from article, je récupère tous mes articles. Alors, du coup, il ne faut pas se tromper dans la signature. Il y en a plusieurs. Moi, ce que je veux, c'est celui qui récupère donc mes articles. Et je peux, à ce niveau-là, via l'aspect générique, contrôler le type de retour de ce qui va m'être retourné. Je récupère quoi? Je récupère un ensemble d'articles. Alors, ça, c'est pas mal. Il me reste un dernier point. Je vais un petit peu vite. Je m'attendais à une chose, mais c'était pas possible. Il faut bien entendu... Ça me renvoie une query. Ça me renvoie un objet type query. Moi, ce que je veux, ce n'est pas une query, c'est le résultat de la query. Donc là, il faut que je fasse .get. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez juste un élément. Vous pouvez faire un get single result, par exemple. C'est la méthode qui permettrait de récupérer un article. Dans ce cas-là, on est typé article. Mais j'ai d'autres méthodes et j'ai notamment un get result list. Ça, c'est ce qui me permet de récupérer une liste d'articles. Si ici, je fais un for each,
Vous avez vu, hein, je sélectionne l'assistant for each. Il est entre guillemets assez intelligent. Comme il voit que ma collection la plus proche, c'est elle, bah, il va parcourir cette collection-là. Et donc ici, bah, si je fais un system.out.println de article, bah, regardez, normalement, je vais récupérer l'intégralité des articles que j'ai en base de données. Alors faites attention à ce genre de choses-là. Hein. Faut vraiment faire attention, parce que si jamais vous n'avez pas, je ne sais pas, 12 articles ou 100 articles, si vous en avez 1 million, vous pouvez avoir des petits problèmes au niveau de la mémoire. Hein. Donc faites attention à ce que vous remontez, bien entendu. Bon, là ça va, c'est une base de données mots de test, donc j'ai récupéré l'intégralité des articles stockés dans la base de données. Bon, parfait. Allez, je vais revenir sur cet exemple-là. Ici, je vais récupérer l'article 5. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, on avait notre article 5. Mais ce que je peux aussi faire, c'est chercher à faire des modifications sur mon objet. Regardez, si vous reprenez les codes qui sont ici, on y trouve à un moment donné la notion de transaction. Elle commence ici, ma transaction. Quand j'aurai fini, je vais faire un trans.commit. Et donc, je vais pouvoir, entre mon begin et mon commit, bah, y mettre un certain nombre de modifications à effectuer. Regardez, je vais faire un art, mon article. Pour le moment, je ne sais plus trop exactement son prix, mais j'ai un article qui vaut 8 €. Ben, je peux dire que mon price maintenant, ben, ce n'est plus 8, mais 9 €. Je ne sais pas, c'est un article qui se vend bien. J'ai plus beaucoup de stock, mais j'ai envie de maximiser mes gains. Ben, pourquoi pas, j'augmente un petit peu le tarif du produit. Bon, c'est pas très, très sympa, mais pourquoi pas. Eh bien, ici, je viens de modifier mon objet. Ben, je suis capable maintenant d'envoyer ma modification directement en base de données. Alors, j'ai plein de manières de faire. Pour le moment, je vais faire un exemple simple. Mais si je fais un art.persist, excusez-moi, un entity manager.persist de mon article, ça sera mieux dans ce sens-là, ben, normalement, je lui demande de synchroniser mon objet en base de données. Regardez, je fais un run, je lance mon programme. Donc, a priori, ça, c'était l'affichage au niveau de la lecture, il valait 8 €. J'ai changé mon prix, j'ai poussé la donnée en base. Si je reviens à ce niveau-là et que je relance un ordre SQL, bah maintenant, ma clé USB vaut 9 €. Ce que j'aurais pu faire aussi, plutôt que de chercher à récupérer un objet et à le modifier, là on est d'accord, j'ai fait un update. Hein. On a envoyé un update en base de données. Ben, ce que j'aurais pu faire à la place de ça, c'était créer un nouvel objet. Regardez, je réfléchis à ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est vrai que là, bon, ben, j'ai un article avec ici une clé primaire. Mais la clé primaire, si elle est auto-générée à partir de la base, je ne suis pas forcément censé la connaître. Donc si je veux créer un nouvel objet, je pourrais plutôt partir du principe que j'aurais juste à faire ça. Ce serait peut-être plus malin. Voilà. J'enlève l'ID article, c'est vrai qu'après réflexion, c'est pas très intéressant de l'avoir à ce niveau-là. Bon, et bien du coup, si je reviens ici, je vais pouvoir faire un article new art égale new article. Et donc je veux vendre un truc de marque bidon qui vaut 100 €. Cet objet, je ne l'ai jamais acquis en faisant une sélection en base de données. Je viens de le produire en mémoire. Donc pour le moment, il n'a pas d'existence. Sachez que si vous faites un new art de quelque chose qui vient simplement d'être produit mais qui n'a pas été chargé à partir de la base de données, toujours pareil, entity manager.persist, si j'essaye de persister cet article, alors il s'appelle new art, le système va s'apercevoir qu'il n'existe pas dans la base et au lieu de faire un update, il va me produire un ordre insert. Donc a priori, ça a été poussé en base de données. On avait 12 articles. Ça y est, j'ai un 13e article
c'est un truc de marque bidon à 100 euros. Donc ça, c'est un ajout d'éléments au niveau de la base. Et puis on peut imaginer un dernier exemple. Je recharge l'article 13, celui que je viens d'insérer. Et dans ma transaction, ce que je suis capable de faire, c'est un entity manager, point. Et puis là, je peux lui demander de supprimer un objet. Je veux supprimer quoi? L'article 13. Allez, je relance ce code-là. Donc on avait bien chargé l'article 13 en question. Moi, j'ai demandé à le supprimer de la base de données. J'ai fait un commit au niveau de mes modifications pour engager la modification en base de données. Si je reviens voir ce qu'il y a dans la base, j'ai bien supprimé l'article 13. Donc voilà qui nous montre comment obtenir les 4 actions crudes qui permettent de manipuler mes articles. Donc j'ai bien réussi à faire un select, un insert, un update ou un delete, donc qui sont mes 4 opérations crudes au niveau de mes objets. Bon, pour clore cette petite introduction à JPA, j'aimerais insister sur une autre possibilité au niveau du mapping. Moi, j'ai choisi ici de mapper par attribut. J'aurais pu mapper sur mes propriétés. Regardez, je prends l'ID, je le mets sur le getIdArticle. Je récupère le column que j'ai au niveau du price et je le mets à ce niveau-là. Je vais simplement faire juste un select. Regardez, je commente la partie transaction. Je vais juste récupérer un article. Alors bien entendu, l'article 13 n'existant plus, j'en reviens à mon article 5. Bon, et bien, impeccable. J'ai bien rechargé mon article. Du coup, comment ça s'est passé? Il a créé un nouvel objet en mémoire, il a exécuté la requête en base de données, il a rapatrié les données, et pour injecter les données dans mon objet, il a invoqué les setters. On est passé systématiquement par les setters. Vous pouvez le valider. Il vous suffit de reprendre les setters un par un, et de faire, pourquoi pas ici, in setter. Allez. For description. Bon, je le fais que sur un seul. Vous pouvez le faire sur tous. Je relance le programme. On voit bien passer, on voit qu'on est passé dans le setter. Alors il y a eu des affichages préalables, ne vous en occupez pas. Il n'y a eu qu'un seul set sur mon objet, je vous le garantis. Sauf que quand il doit charger le mapping, au démarrage de Hibernate, il fait certaines actions qui lui font manipuler des instances. Donc si vous voulez, ça a été fait avant de charger mon objet. Je peux le valider de cette manière-là, regardez. Ici, je fais un system.out.println et je fais un trait de séparation. Je relance mon programme. Et la question, c'est sur mon article, combien il y a de sets? Alors, il y en a un qui est encore en dessous. Pourquoi? Oui, il y en a un, il est normal, je viens de comprendre. C'est parce qu'on passe dans ce constructeur-là, constructeur à 0 paramètres, lui-même redonne la main donc à ce constructeur-là, qui va faire un set description. Donc le deuxième, il est passé par ici. Donc il y en a un qui a été fait avant pour gérer le mapping, il y en a un autre lors de la construction, et puis il y a celui que j'ai explicitement demandé, quand lui va réinjecter mes données par propriété. L'avantage, c'est que si jamais vous avez des contrôles particuliers, au moins vous pouvez valider ces contrôles systématiquement. Donc pourriez vous dire, pourquoi pas, je vais plutôt passer par les propriétés, par les get et les set. J'ai envie de vous dire, attention quand même à un point de détail. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir un set ID article? C'est vrai que conceptuellement parlant, ça pose un problème. En base de données, une clé primaire, elle est censée être unique. Et elle est censée surtout être non modifiable.
Or, si je fournis le setID article, qu'est-ce qui permettrait à quelqu'un de le changer en cours de route? Je charge un objet, et puis après, une fois que j'ai chargé mon objet, sur cet objet-là, je fais un art.setID article. En tout cas, l'atelier me le propose parce que la méthode est existante. Donc c'est vrai que, quelque part, sémantiquement parlant, le mieux, ce serait de ne pas l'avoir, le set. Mais là, si je fais ça, j'ai un souci. Regardez, je relance mon programme sans le setID article. Du coup, comme le mapping est fait par propriété, par getter et setter, du coup, il n'est pas capable de me remonter mon ID article au niveau de ma méthode. Et donc, il me dit le setter, pour la propriété ID article, n'existe pas. C'est vrai que si vous annotez plutôt par attribut, voilà, j'y suis presque, vous n'imposez pas à avoir le setID article. Moi, je trouve que ça, c'est très bien, parce qu'au moins, on ne fournit pas une méthode juste pour que le framework puisse fonctionner, et qui, de toute façon, ne nous servira à rien. Donc, personnellement, aujourd'hui, je suis plutôt à utiliser les annotations sur les attributs. Notez un autre point de détail. Si vos objets ont été produits par Java, à un moment donné, ils ont été synchronisés en base de données. Du coup, votre état il était cohérent. Quand on a écrit les données en base, comme elles provenaient d'objets Java, c'est que les données étaient cohérentes. On est passé par les setters. Du coup, quand je relis, est-ce que c'est la peine de revérifier encore une fois l'état? Ça peut se discuter. Et du coup, le fait d'annoter par attribut me permet de gagner tous les appels au setter. C'est tout bête, mais il y arrive. Alors, pourriez me dire, ok, mais comment il fait pour accéder à un attribut privé? Sachez qu'il y arrive. Il utilise le moteur de réflexion Java. Je passe ce sujet-là, mais en gros, grâce au moteur de réflexion, il arrive à directement taper dans vos attributs. Et regardez, je relance mon programme. Donc, on est mappé par attribut. Je n'ai pas mon set. Pour autant, ça marche très bien. Et voyez, du coup, j'en ai plus qu'un seul de setter ici. C'est celui qui est invoqué lors de la construction de votre objet. Quand il recrée l'objet, il le crée à vide, et après, dessus, il va charger les états. Mais au moment où il crée à vide, on finit bien par invoquer le set description à ce niveau-là. Bon, c'est comme vous voulez. Vous mappez soit par attribut, soit par propriété. Par contre, vous ne pouvez pas faire d'hybride. D'accord ? Ce qui prévaut, c'est l'ID. Le framework, il va regarder où est la notation ID. S'il trouve la notation ID sur un attribut, il mappe par attribut. S'il le trouve sur une propriété, il mappe par propriété. Ce qui veut dire que si je cherche à faire cette petite bêtise, regardez bien, je prends le @column et je vais le mettre sur mon getAssetPrice, là j'ai un gros problème. C'est que du coup, lui, il part du principe que la colonne doit s'appeler price et non pas unitary price. Et du coup, effectivement, ça plante. Parce qu'il n'arrive pas à trouver le price sur la table. Vous voyez, il vous le dit ici. Voilà. La colonne price, elle n'existe pas. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ici, ayant trouvé la notation ID sur l'attribut, le tout est mappé par attribut. En conséquence, cette annotation a purement et simplement été ignorée. Si je ne veux pas qu'elle soit ignorée, il faut que je la mette au bon endroit. Bon. Voilà. Bon, voilà qui clôt ce tuto d'introduction à JPA. Alors, je suis extrêmement loin d'en avoir fini avec JPA. Dans le prochain tuto, on va s'intéresser à la production des logs. C'est vrai que là, il y a un grand nombre de logs qui sont produits. Comment je peux configurer la gestion de ces logs-là? Est-ce que je peux en enlever certains? Est-ce que je peux en rajouter d'autres? C'est tout un ensemble de questions qu'on va se poser sur le prochain tuto. Et puis après, sur les tutos suivants, on parlera encore un petit peu plus précisément de mapping, parce que c'est vrai que là, pour le moment, on a fait des choses ultra basiques. Une table, une classe. Voilà la complexité de notre mapping. Mais souvent, quand on utilise une base de données relationnelle, on a des relations entre tables. Et c'est vrai que pour le moment, on n'a absolument pas géré ces relations-là. Donc, le tuto suivant, celui d'après, sera dédié à comment mapper nos mises en relation entre nos différentes tables. Et donc, on verra comment faire en sorte de remonter directement une commande. Je refais un show tables ici. Et notez bien qu'on a tout un ensemble de tables qui existent. On verra comment remonter
toutes ces tables et comment charger une commande étant en lien avec des lignes de commande, les lignes de commande mettant en relation des articles et une commande étant associée à un utilisateur. Bon, ben voilà qui clôt tout ça. Donc je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aura permis de commencer à prendre en main JPA. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite pour le prochain tuto.